Bonjour petits écorneurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel update lecture. Avant de commencer cette update lecture, je voulais simplement vous prévenir que si les calculs sont bons, revérifions les calculs. Alors attendez, mamie sort son téléphone. Je voulais simplement vous prévenir que la semaine prochaine il n'y aura pas de vidéo. On se retrouvera soit le mercredi 31 août, soit le dimanche 4 en vidéo. Mais voilà, c'était simplement pour vous prévenir. C'était aussi pour vous faire un petit point sur les dates qu'il y a à venir. Donc il y a deux dates de valider, c'est sûr. C'est le 17 et 18. Je serai à Étrange Grande, qui est un nouveau festival d'imaginaire dans l'Est, donc où il y aura des auteurs d'imaginaire assez importants et des petites maisons d'édition. Et je serai aux Aventuriales. Alors c'est surtout les Aventuriales que j'avais envie de vous prévenir à l'avance parce que ça va être une des dates où je vais descendre le plus, on va dire, dans la France. C'est du côté de Clermont-Ferrand. Aventuriales, il y aura normalement Émilie et Arnaud qui seront là pour les dédicaces. Donc voilà, c'était simplement pour vous prévenir. J'ai une autre date en septembre, mais il faut que j'attende confirmation et moi, même personnellement, si je suis disponible ou pas. Et sur ce, on va commencer la vidéo avec une très bonne lecture, une lecture moyenne et une lecture vraiment très bof. On est sur cette échelle-là. On va aller dans le crescendo, on va partir par le moins bon, en finissant bien sûr par le bon. Je vous en ai laissé glisser un mot en book haul. Les chroniques de Rokesby, donc le tome 3 et 4 qui est le préquel à Bridgerton. Pourquoi je me suis infligé ça simplement parce que je n'avais pas la capacité intellectuelle de faire autre chose ces dernières semaines. C'est-à-dire que là, véritablement, je suis en train de lire le Livre des Martyrs, le tome 3. Je galère parce que je suis fatiguée mentalement et je galère dans toutes mes lectures. Je galère dans tout, pour tout vous dire. Et ça m'a fait du bien de lire un truc où j'étais en mode mon cerveau ne fonctionne pas. Mon cerveau ne fonctionne pas, je suis en train de lire un truc qui devrait glisser tout seul, et même comme ça, où je suis dans quand même une période où je devrais quand même être plus sympa dans ma lecture, sympa dans ma chronique, j'ai trouvé ce tome-ci mauvais, mauvais, dans le sens que autant le tome 1 et 2 étaient assez sympas, même dans les histoires, hein, on était sur des nouveaux personnages dans la famille Rokesby, c'est des proches en fait des Bridgerton, et beaucoup se marient avec des Bridgerton, et on est à l'époque des guerres américaines, donc avec un contexte et tout. Le premier présentait un personnage féminin, était sympa, Billy elle est assez chouette, et le deuxième on était pendant ces guerres là avec un soldat, une femme qui s'est passée pour la femme de ce mec là, bref on était sur des choses assez sympas. Alors rien de folichon les gars, mais assez plus chouette que les derniers Bridgerton qui étaient sortis. Et là, la déception, alors ne lisez surtout pas la 4ème de couverture, ça spoil, surtout le tome 3. On va avoir deux thèmes différents dans celui-ci. Le tome 3, comment il s'appelle le monsieur? Il s'appelle Andrew, qui est une sorte de marin, et le tome 4, on est sur un mec qui veut devenir médecin chez les Rokesby, et comment vous dire, quand je lis un truc sur la marine, j'attends légèrement du vocabulaire autour de la marine. Je pense que c'est un des livres sur la marine où j'ai vu le moins de choses travaillées dessus. En fait, toute la période sur le bateau, c'est hyper long, c'est plat. C'est plat, les gars. L'histoire de romance, c'est une histoire d'enlèvement sur le principe, et je suis en mode, oh là là, ça penche là-dedans. Vous savez, les trucs de enlèvement de pirates et tout, c'est un truc que j'étais tombée dessus en fanfiction quand j'étais jeune sur les skyblogs. Voilà. Donc c'est très mauvais en termes de narration. C'est pas du tout 2022, voilà, parce qu'au début elle était quand même s'il lui fait rien, il l'embarque quand même de force sur son bateau. Il y a un manque de crédibilité, il dit bah tu viens, elle fait ok. J'ai pas compris. Donc voilà, c'est vraiment extrêmement mauvais au niveau de la crédibilité. Les scènes, même les scènes où t'as toujours l'impression de lire la même chose, avoir le même genre de type de personnage. Le tome 2 varie un petit peu plus parce qu'on est sur un personnage qui veut aider les autres, qui veut faire de la médecine, et on est sur un personnage féminin qui se retrouve, alors ce qui était assez intéressant parce que ça n'avait pas encore été trop traité dans Bridgerton, humilié, c'est-à-dire que dans Bridgerton, tu sais, tu te fais embrasser, il faut que tu te maries directement. Et en fait, elle s'est fait un peu piéger, la jeune fille, c'est une jeune Bridgerton, et elle va donc être mariée un peu de force avec Rokesby, parce que le père Rokesby, c'est le parrain de cette jeune fille. Et voilà, au début ils s'apprécient pas trop, après ils vont s'apprécier au bout de 2 pages, ce qui est quand même assez rapide, et tout va tourner autour de la médecine, mais même là, je veux dire, il n'y a pas un nom d'instrument, même sur l'époque, on peut se dire qu'il pourrait y avoir des recherches, on parle juste de la saignée, et que la saignée c'est pas la bonne solution, mais c'est tout, tu vois, rien n'est fouillé, et je me dis c'est quand même con d'avoir fait de la romance historique
quand en fait l'historique c'est juste un prétexte qui est mal fait dans le texte. Oh, je suis vénère les gars, je suis vénère, mais c'est vraiment sincèrement mauvais là. Je peux pas défendre le livre c'est mauvais en termes d'écriture, tu vois. C'est typiquement, alors les mots vont être lancés, attention, c'est parce qu'elle a le succès Bridgerton qu'on lui a permis d'éditer ça. Je veux dire, aucun éditeur, même en romance, pourrait éditer des trucs qui sont aussi plats. J'ai déjà lu de la romance historique. Comment ça s'appelait cette histoire d'Écossais là, avec c'était une famille d'Écossais et il y avait quand même du contexte historique. Il y avait quand même de l'échange dans mes souvenirs. Bon, notamment le premier, c'était l'histoire du jeune fille rousse et du chef de l'héritier du clan, et en fait ils se détestent et par le biais des choses ils vont devoir s'apprivoiser, et c'était assez intéressant, tu vois. C'était assez sexiste, mais la romance, on va pas se cacher, il y a quand même une grosse partie de la romance qui est sexiste, hein, dans les deux sens, hein, c'est-à-dire que envers les hommes et envers les femmes. Mais là, c'était mauvais. Je peux pas dire autre chose. Et je crois que c'est le dernier, hein, j'espère, parce que normalement ils sont finis, les héros Casby, il y en a plus. Franchement, bon. Après, la collection est assez jolie dans la bibliothèque, et puis ça me permettra de le passer à des membres de ma famille qui aiment bien Bridgerton. Mais en soi, ça ne vaut absolument pas le coup, ne vous infligez pas ça. Je pense qu'il y a sincèrement des meilleurs livres de romance historique. N'hésitez pas à m'en conseiller, parce qu'en ce moment, l'été, j'aime bien lire ce genre de trucs. Je lisais beaucoup de Beat quand j'étais plus jeune, là j'ai un petit peu arrêté, mais vraiment des trucs assez sympas, voilà, avec un gros contexte historique, un peu à la Jane Austen, ça me plairait, quoi, avoir des livres un peu dans cette ambiance-là. Ensuite, nous allons passer au livre qui était sympa, mais quand, en fait, c'est horrible à dire, mais je trouve que c'est le livre le moins bon de l'autrice que j'ai lu depuis, et de toute façon, c'est réputé pour être sa série la moins bonne. Il y a un côté young adulte et un peu bizarre dans le texte qui me met mal à l'aise. La Cité des Anciens de Robin Hobb. Alors, La Cité des Anciens, ça pourrait être perçu comme une suite des Aventuriers de la Mer. Première époque de l'Assassin Royal, les Aventuriers de la Mer. Deuxième époque de l'Assassin Royal, la Cité des Anciens, le Fou et le Roi. Normalement, c'est dans cet ordre-là qu'il est conseillé de les lire. Et donc, on se situe dans la Cité des Anciens à un moment où il y a eu des avancées au niveau des dragons. C'est-à-dire qu'il y a Tintiglia, je crois qu'elle s'appelle comme ça, qui est une grande dragonne, qui a une grande importance, qui prend de l'importance dans le texte, qui quitte en fait les terres en fait où elle était, et les anciens qui sont un peu les gardiens des dragons, et on se retrouve avec des petits œufs de dragons et des dragons qui éclosent mais qui sont très très malades, qui n'arrivent pas en fait à rétablir la lignée des dragons. Dans ce texte-ci, on va suivre plusieurs personnages. Ces personnages vont être autant une jeune fille d'une haute naissance, c'est-à-dire que c'est une des héritières des marchands de Tyrville. Alors ça peut vous paraître un peu difficile à comprendre, mais c'est pour ça que je vous conseille quand même de lire Les Aventuriers de la Mer et tout avant, parce que je pense que vous n'allez pas comprendre le bouquin sinon. Mais qui va s'arranger pour avoir un mariage avec un jeune homme. Elle est passionnée par les dragons, et en fait lui, tant qu'il lui offre une vie de luxe, voilà, elle peut faire son truc, et chez les marchands tout est noté, voilà, au niveau du mariage, et il lui a promis qu'elle pourrait étudier les dragons. Donc elle va partir étudier les dragons dans un contexte un petit peu compliqué, c'est-à-dire que la jeune femme, qui s'appelle Alice il me semble, subit des agressions de la part de son mari, donc il y a du non-consentement dans la couche du couple, notamment parce qu'il veut un héritier, et le truc c'est que un des reproches que je peux faire directement au livre, c'est que les ficelles narratives sont extrêmement visibles. Je savais déjà le secret du mec avant de commencer, donc voilà. Donc c'est très très facile à déceler. Un des serviteurs de son mari, qui est aussi un noble d'une certaine manière, même s'il vient d'une famille un peu moins aisée, qui va accompagner Alice dans son voyage, alors qu'il est pas du tout chaud pour ça, voilà, qu'il a plutôt une vie frivole et tout ça. Et sur place, donc dans les terres, je crois que c'est pas les terres mouillées ou on sait plus, mais bref, tout en haut là-bas où il y a les dragons, on va suivre plusieurs personnages, et notamment un personnage qui va être chargé d'une mission, c'est-à-dire que les dragons, on va les emmener un peu dans une sorte d'Eldorado, ils pourront chasser, être tranquilles, parce que le problème qui se pose, c'est que là ils sont en train de bouffer tout le monde, voilà, ils bouffent tout, mais surtout ils s'en prennent aux hommes, ce qui pose quand même un problème de logistique. Donc ils vont partir, ce grand groupe vers, avec un dragon qu'ils ont choisi, vers cette terre promise. Sauf que ça va pas du tout se passer comme ils ont prévu. On est sur un livre qui est assez perturbant, parce que autant j'avais adoré Les Aventuriers de la Mer, donc je me suis attendue à avoir quelque chose de la même qualité. On est sur un livre qui a clairement un ton young adulte en termes d'âge des personnages et même de complexité de l'histoire, parce que voilà, comme je vous dis, les ficelles narratives elles sont hyper tirées et simples à défaire, c'est un peu cliché. Moi je suis pas très très chaude avec les histoires de dragons, vous savez, mais c'est longué, ça met du temps à se mettre en place, et en même temps,
on pourrait pas dire que c'est de la young adulte parce qu'il y a des choses extrêmement graves et quand même, je veux dire, les scènes d'Alice avec son mari, elles sont explicites dans le roman. C'est horrible ce qui se passe. Alors ça pose plein de questions sur le consentement et tout. On voit qu'il y a quand même le rôle de la femme. C'est l'avantage que Ruby Rhod soit une femme. Donc en fait ça permet, elle permet de dégager des questions du point de vue féminin qui sont pas forcément traitées par des auteurs masculins en young adulte, en fantasy. Mais il y a des moments dans le roman, par exemple, où on fait comprendre à une jeune fille qu'elle va devoir trouver un compagnon. Parce qu'il y a d'autres mecs qui sont en chien autour d'elle et qu'elle risque d'avoir des problèmes si elle trouve pas un compagnon officiel, tu vois, et qu'elle l'enfante pas. Il y a tout le truc du genre il faut que tu te reproduises et que tu trouves un compagnon. Alors on voit que c'est une dénonciation dans le roman, mais c'est quand même assez violent pour un lecteur young adulte. Hein. Voilà. On est sur un livre qui peut être surprenant dans son travail des personnages. Hein. Robin Hobb, c'est ses personnages, mais même les personnages ici, à part Alice, son pote, et puis le personnage qu'on suit, tout le reste de la compagnie, je les ai trouvés assez chieurs en fait. Je sais pas, ils se plaignent tout le temps, ça avance très très peu, c'est assez lent. Alors là, on va voir, on voit que c'est la première partie, il y a une deuxième partie dedans que ça va se développer, mais même sur les dragons, je pensais qu'on allait avoir plus de travail dessus. Voilà, je trouve que le ton est pas forcément plus léger, mais la manière dont c'est abordé l'est plus, c'est beaucoup moins développé, les personnages sont beaucoup moins attachants et c'est beaucoup moins complexe en termes de narration. Là, c'est vraiment du genre, les personnages se retrouvent très très vite et ils ont cette quête des dragons. C'est un petit peu décevant de la part de Robin Hobb, mais voilà, après, elle peut pas non plus être géniale dans tout ce qu'elle écrit. C'est un cap à passer, comme ça je vais pouvoir lire Le Fou et l'Assassin juste après, j'ai plus qu'à m'acheter l'intégrale 2, mais j'ai eu du mal à avancer dedans parce qu'en fait je m'ennuyais pendant la lecture. Mais je pense que le fait que ça traite des dragons et tout ça, moi je suis pas très fantaisie animalière, hein, c'est pas ce qui me passionne le plus, donc peut-être que c'est dû à ça, mais j'étais un petit peu déçue par ça. Et ensuite, et enfin, je vous présente une dernière lecture qui était extrêmement bonne, Anne and the Green Gable, donc de Lucy Maud Montgomery, qui est un texte qui a été écrit dans le début du XXe siècle, et c'est un texte qui est un classique de la littérature canadienne. On suit donc la jeune Annie, non, il faudrait le dire parce qu'elle dit toujours le E, donc en anglais ça devrait être I, je pense que c'est Annie qu'il faudrait prononcer, je trouve ça plus chic. Anne est un personnage hypersensible, faut le dire dès le début du roman, qui est une petite fille qui a 11 ans je crois quand elle arrive sur place, et dans un orphelinat. En fait elle a perdu ses parents, elle a été envoyée de foyer en foyer pour travailler, notamment pour garder les enfants et tout. Elle a été un peu maltraitée pendant son enfance et elle va être envoyée à l'orphelinat. On suit donc Matthew et sa sœur qui ont une ferme, donc je sais plus où exactement, dans une colonie canadienne, mais voilà, ils ont une ferme, ils sont à la recherche en fait d'un jeune homme qui pourrait reprendre la suite de Matthew, et donc ils font appel à des orphelins parce qu'ils ont entendu un pote à eux faire la même chose, et sauf que quand le gars va chercher, il retrouve une petite fille rousse avec plein de petites taches de rousseur qui n'arrête pas de parler et a une imagination extrêmement florissante. Et bah au début il va vouloir la renvoyer, mais ils vont s'attacher tous les deux plus en plus à Annie, qui va découvrir l'école, la vie, les amitiés. C'est un roman qui est extrêmement feel good. Voilà, je dois vous le dire, c'est un roman qui de notre point de vue peut paraître un petit peu niais, voilà, de notre point de vue moderne, voilà, avec une petite fille qui s'extasie devant tout, mais c'est un très très beau roman. Alors déjà sur la nature, vous savez, moi j'aime beaucoup les nature writing, donc tout ce qui tourne autour de la nature et tout, en fait c'est très bien porté parce que la plume est très très belle, comme Annie, en fait, elle est... Anne, on va l'appeler Anne, c'est plus facile. Anne, elle est hypersensible, donc elle ressent tout, donc c'est assez intelligent sur le texte. Il y a des très très bons personnages avec des amitiés qui sont un peu niaises et florissantes, mais ça fait partie du charme du bouquin. Tout est fait pour que voilà, tout le monde s'aime, voilà, c'est un truc qui est assez doudou et ça m'a fait beaucoup de bien à lire, mais la plume est très très belle parce que quand elle va décrire l'arbre, elle va te citer soit des poèmes de l'époque ou voilà, la littérature. C'est un livre qui aime les livres, hein, donc on le sent beaucoup, mais sinon elle va utiliser un très très beau vocabulaire. C'est assez chouette. Moi, en tant qu'appréciatrice de belles plumes, je trouve que c'est très très beau. Après, je ne sais pas si c'est effectivement parce que l'autrice écrivait très très bien, je pense qu'il y a ça, mais il y a aussi le fait que c'est des anciennes plumes et qu'à l'époque, même par rapport à, faut pas se le cacher, la littérature actuelle qui sort, les plumes sont de plus en plus aseptisées et neutres parce que le lectorat, c'est un peu ce qu'ils recherchent aussi, et les gens ont plus le même niveau de lecture déjà de base par rapport à avant, parce que les gens lisent moins de classiques, ce qui est normal, et que la littérature n'est plus autant mise en avant à l'école et tout ça.
voilà, ça fait partie de notre génération, c'est pas mauvais en soi, mais l'écriture, tu sens que c'est une écriture qui est plus riche, et ça m'a fait vraiment plaisir. Bon, le texte, le livre est très très beau, hein, l'ouvrage est magnifique. J'ai vraiment hâte de lire la suite, voilà, je vais être dedans. Si je m'écoutais, là, j'aurais envie de lire que Anne en ce moment, mais il y a un côté réconfortant parce que c'est un personnage qui vit tout par le prisme de ses émotions, et c'est vrai que même par rapport à ses amitiés, il y a forcément des questions de société qui se posent, hein, parce qu'il y a l'instruction, il y a bon, tout le traitement des orphelinats, il y a vraiment des questions de l'époque qui se posent sur même le rôle d'une jeune fille, comment ça se passe, et c'est assez chouette, et les personnages sont... ça me fait penser, ça n'a aucun lien, mais ça fait penser à ces univers comme Virgin River, vous savez, où il y a un espèce de feel good derrière le bouquin qui est extrêmement sympa, notamment pour l'été, et Anna est une petite fille extrêmement attachante. On s'attache à elle comme ses parents adoptifs s'attachent à elle. Bon, la fin est très triste, bon, je le savais parce que j'ai vu la série, donc voilà, je suis un peu spoilée sur l'histoire, même s'il y a des choses qui diffèrent, mais ça m'a touchée, quoi, ça m'a touchée, et j'ai hâte de voir Anna grandir, voilà, parce qu'on va la voir fleurir, et parce que je dis fleurir parce que c'est une fleur, Anna, d'une certaine manière, de la façon dont elle parle, et même de l'épanouissement. Alors, ce qui est assez drôle, c'est que par exemple, toute la vision des personnes rousses dans le texte, Anne vit très très mal le fait d'être rousse, alors que maintenant c'est quand même jugé comme quelque chose de très esthétique, et c'est drôle de voir qu'à l'époque il y a ce carcan voilà, qui est mis en avant et tout, avec les classes sociales, mais c'est très très chouette avec les toilettes qui sont choisies, il y a vraiment une ambiance très particulière, et je vous le recommande si vous aimez ce type de roman, mais moi j'ai passé un excellent moment de lecture, et je continuerai avec plaisir, et ça sera fait sous peu, je le pense. Sur ce, je vous souhaite de très bonnes lectures, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez lu ces ouvrages, si vous avez des ouvrages à me recommander, et on se retrouve dimanche pour une prochaine vidéo.